Ma passion pour les voyages vers les étoiles a commencé la nuit où ma sœur est décédée. Il faisait froid cette nuit-là. Nous étions assis dans une cabane dans les arbres, utilisant le télescope que mon grand-père m'avait offert pour mon 7e anniversaire, lorsqu'elle a pointé son doigt vers le ciel, indiquant une étoile filante, et s'est exclamée « Nous devons faire un vœu, Quentin !» Je me souviens avoir pensé que cette étoile était beaucoup plus grande que toutes celles que j'avais vues auparavant, et quelques instants plus tard, elle est devenue si énorme qu'elle a éclipsé la Lune à une vitesse fulgurante. Elle a filé au-dessus de nos têtes et s'est écrasée dans la forêt, juste derrière notre maison, brisant des arbres massifs comme des allumettes et brûlant une trace de terre morte de la taille d'une petite voiture jusqu'au point d'impact. Ma sœur et moi n'avons même pas eu besoin d'échanger un mot. Nous avons immédiatement descendu l'échelle de corde et nous nous sommes précipités dans la forêt. L'objet était plus petit que je ne l'avais imaginé, peut-être de la taille d'une boule de bowling, mais il ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Orange foncé et brillant de 1000 feux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda René en tendant la main pour toucher la pierre. L'instant d'après, elle criait et se tordait de douleur sur le sol, se tenant le poignet. Ses seconds buddies se sont dérobés sous elle. Je me suis précipité vers elle et j'ai regardé sa paume, à la fois effrayé et fasciné par le fait que toute la peau était brûlée. Je la portai jusqu'à la maison en appelant mes parents à l'aide, tandis qu'elle continuait à crier. En la regardant, je vis que les brûlures commençaient à se propager sur son bras, brûlant son corps comme une maladie contagieuse. Elle ne cessa de crier jusqu'à ce que nous arrivions à l'hôpital. Dès que nous sommes arrivés aux urgences, plusieurs hommes bien habillés ont pris mon père à part et ont commencé à discuter à voix basse de ce qui se passait. Je ne comprenais pas beaucoup de mots, mais aucun d'entre eux ne semblait positif. Certaines expressions, comme « quarantaine » et « il est traitement spécial », résonnaient dans mes oreilles, tandis que je tirais mon père par son manteau. « Renée va-t-elle guérir? Vont-ils la soigner ?» demandai-je. Il m'a écarté d'un geste de la main et a essayé de rester calme, écoutant les hommes lui dire qu'il devait emmener Renée immédiatement, avant que son état ne s'aggrave. « Qu'est-ce qu'elle a? Où l'emmenez-vous » demandai-je désespérément. Mon père a signé les papiers et, en un clin d'œil, ils emmenaient là ma sœur dans une ambulance privée. « Quentin! Quentin !» criait-elle en passant devant moi. Je n'oublierai jamais la panique dans ses yeux, la chair fondante qui déformait chaque partie de son corps. Elle m'a saisi le bras gauche, me suppliant de la sauver. Son toucher était comme un feu, et j'ai instinctivement retiré ma main, sentant ma propre chair noircir alors qu'on l'emmenait. On nous a dit que son état serait communiqué dans 48 heures, mais nous n'avons jamais reçu d'appel. « Ce sont les étoiles qui lui ont fait ça, papa, et je vais découvrir pourquoi », me souviens-je avoir dit à mon père. Dans sa douleur et sa colère, il m'a rendu responsable de ce qui était arrivé. Si tu ne lui avais pas mis dans la tête des fantasmes sur les astronautes, elle serait encore là. Plus personne ne s'intéresse à la Lune, Quint. Tu dois te réveiller et oublier tout ça, m'a-t-il lancé en démontant mon télescope. Je lui ai promis de ne plus jamais aborder le sujet, et j'ai tenu parole pendant les 20 années qui ont suivi. Puis, j'ai rencontré Isaac. C'était au printemps 2012. J'étais occupé à gaspiller mon héritage dans des cours universitaires que toute personne sensée aurait évité, comme les sciences marginales et la parapsychologie, lorsque nous nous sommes croisés en essayant de prendre le même livre à la bibliothèque universitaire. Et si on étudiait ensemble pour faire d'une pierre deux coups, a proposé Isaac dès que nous nous sommes présentés. Avant même de m'en rendre compte, je me suis surpris à admirer tout chez lui, de son attitude déterminée à son regard apaisant. J'ai rapidement découvert qu'Isaac, tout comme moi, rêvait de voir les étoiles.
C'est un peu fou, non? M'a-t-il demandé. Non, pas du tout. Je voulais devenir astronaute depuis mon enfance, mais mon père m'a dit que c'était un rêve stupide. Oui, je suppose qu'il n'a pas tout à fait tort, n'est-ce pas? Je veux dire, il ne semble pas que le programme spatial recrute activement des gens en ce moment. Ce n'est pas tout à fait vrai. La NASA continue de former chaque année des hommes et des femmes pour des missions lunaires, et la plupart des personnes sélectionnées finissent par aller à la Station spatiale internationale. On dirait que tu n'as pas abandonné ce rêve, après tout, taquina Isaac. Alors allons-y, allons sur la Lune. Quoi? Comment? En étudiant et en nous illustrant à chaque occasion. Nous les impressionnerons, nous prouverons que nos pères avaient tort, et nous écrirons notre propre histoire. Qu'en dis-tu? C'est ce que nous avons fait. Au cours de l'année suivante, nous avons suivi des cours d'astronomie et de physique, d'ingénierie et de géologie. Nous avons assisté à chaque séminaire, chaque réunion, et nous nous sommes inscrits à chaque conférence sur le programme spatial. Nous avons fait du bénévolat, mené des campagnes, et nous nous sommes présentés partout où nous le pouvions à l'université, et nous avons même fondé notre propre club pour faire entendre notre voix. Il y a une semaine, tous nos efforts ont enfin porté leurs fruits. Le recteur nous a pris à part pour nous annoncer une nouvelle importante. Un recruteur de Floride était venu pour nous parler. Isaac et moi avions du mal à contenir notre excitation lorsque nous avons été conduits dans une pièce séparée et que nous nous sommes soudainement retrouvés face à face avec un officier décoré du programme spatial. « Messieurs, je suis le commandant Alexa Ferris. Veuillez vous asseoir », a déclaré formellement la femme aux cheveux noirs en nous serrant la main. Comme vous l'avez deviné, ma présence ici a pour but de déterminer si vous répondez aux critères pour être approuvé en tant que candidat à la prochaine mission lunaire. Au cours des 12 derniers mois, vous avez tous deux démontré votre détermination et vos compétences pour mener à bien une telle mission, et aucune de ces capacités n'est remise en question ici. Ce que vous devez savoir, c'est le caractère délicat de l'opération. Accepter cette mission revient à renoncer à votre ancienne vie. Tout ce que vous avez connu et toutes les personnes que vous avez rencontrées appartiendront au passé. Vous ferez partie d'un groupe secret qui n'est reconnu par aucun gouvernement sur Terre, et tous vos partenaires et entreprises vous renieront. En bref, si vous rejoignez notre équipe, vous deviendrez des fantômes. Elle nous a souri brièvement et nous a proposé de discuter entre nous des conséquences. Vous ne nous avez même pas dit dans quoi nous nous embarquons. Comment pouvez-vous espérer que nous acceptions cela? A demandé Isaac. Je n'étais pas aussi critique, mais j'avais moi aussi quelques questions. Quelle était la date limite de départ? Aurons-nous la possibilité de changer d'avis à l'avenir? Et surtout, que ferions-nous? Alexa nous a donné le peu d'informations qu'elle pouvait, mais a souligné que tous les détails ne nous seraient communiqués qu'après la signature des documents. Je comprenais son besoin de confidentialité, mais Isaac, lui, ne comprenait pas. « Cela ne me semble pas juste », a-t-il déclaré. « Pourriez-vous nous laisser un instant ?» lui ai-je demandé en l'entraînant dans le couloir. « Qu'est-ce qui t'arrive? N'est-ce pas tout ce pourquoi nous avons travaillé ?» lui ai-je demandé à voix basse. « J'allais te poser la même question, Quentin, » a répondu Isaac. « Je pensais que nous voulions aller sur la Lune, pas participer à un projet clandestin. Nous n'avons aucune information sur laquelle baser nos décisions, ni même aucun moyen de vérifier qui est cette femme. Tout cela semble assez suspect. Ne te dégonfle pas maintenant, et si c'était notre seule chance, ne devons-nous pas faire un acte de foi? C'est juste que tout se passe si soudainement et sans avertissement. Je sais que nous avons dit que nous le voulions, mais ne pouvons-nous pas mener les mêmes initiatives pour lesquelles nous nous sommes toujours battus, ici même? J'ai vu dans ses yeux
qu'il avait déjà pris sa décision, et cela m'a brisé le cœur. Je pensais que nous étions ensemble dans cette aventure. Son attitude est devenue tendue et son expression froide. Je pensais la même chose. Apparemment, je n'avais pas compris ce qui était vraiment le plus important. C'était la dernière fois que nous nous voyions. Je l'ai regardé partir sans même me dire au revoir, puis je me suis retourné et j'ai vu Alexa qui attendait ma décision. Je me souviens avoir pensé à toutes les personnes à qui je voulais prouver qu'elles avaient pas tort. À présent, j'ajoutais à cette liste la personne que j'aimais. Au cours des 24 heures qui suivirent, Alexa nous transporta, moi et 2 autres candidats, vers une destination inconnue. Même monter à bord du cargo était considéré comme secret, et on nous a traités comme j'imaginais qu'on traitait les esclaves. On nous a poussés dans les soutes, puis rapidement endormis. Quand nous nous sommes réveillés, tout ce que je pouvais sentir, c'était un courant d'air froid. Notre environnement ressemblait à un volcan endormi. Après nous avoir donné la possibilité de manger et de prendre une douche, Alexa nous a emmenés dans une salle de conférence où était installé un projecteur à l'ancienne. Ce que vous allez entendre va changer votre perception du monde que vous vous apprêtez à quitter. Au début, j'ai pensé que tout cela n'était qu'un spectacle destiné à nous inspirer le respect pour notre mission. Mais tout a changé un instant plus tard, lorsque les lumières se sont éteintes et qu'une image d'un immense avant-poste lunaire est apparue à l'écran. Il semblait aussi grand qu'une petite ville cachée parmi les cratères. La structure que vous voyez est Fort Holsbury. C'est le plus grand bâtiment artificiel hors de la planète, après la Station spatiale internationale. Comme vous pouvez l'imaginer, tout comme le programme auquel vous vous êtes inscrit, l'existence même d'Holsbury est considérée comme top secrète, a-t-elle commencé. Les diapositives suivantes nous montraient des photos des couloirs intérieurs du site qui comprenaient tout, d'une piscine à une serre. C'était impressionnant et je me demandais combien de temps il avait fallu pour construire un tel endroit. Puis vint le cœur de notre discussion, la raison pour laquelle nous avions été choisis. Avec déjà 16 employés à bord, votre mission consistera à aider et à soutenir notre projet actuel, la colonisation. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous venez de dire « colonisation ». Vous voulez dire que des gens vont vivre sur la Lune ? Vous êtes Owen, n'est-ce pas ? Demanda Alexa. Oui, madame, Owen Sanders. Je dois vous demander de garder vos questions pour la fin, monsieur Sanders. L'eau est la ressource la plus précieuse sur la Lune. Au cours des 6 derniers mois, l'équipe s'est concentrée sur la tentative de pénétrer dans cette poche de la région souterraine lunaire que nous appelons le lac Severn. Il mesure environ 4700 pieds de diamètre et, d'après nos scans, contient 77% de base liquide parmi d'autres matériaux. Notre objectif est d'exploiter avec succès ce lac, ainsi que d'autres sites à la surface de la Lune, au cours des 10 prochaines années, et vous ferez partie de cette aventure. J'ai été stupéfait lorsque la diapositive suivante a montré une grande zone sous la base lunaire où des fouilles étaient en cours. Je n'en croyais pas mes oreilles, mais mon excitation n'a fait que croître à partir de ce moment-là. Nous avons signé de nombreux accords de confidentialité, suivis des semaines d'entraînement intensif et encore plus de préparation pour supporter le lancement, et enfin, nous avons quitté la Terre vers midi. Je me souviens avoir regardé le globe terrestre disparaître parmi les étoiles et avoir pensé à la chance que j'avais de faire exactement ce que j'avais toujours voulu faire de ma vie. Je ne savais pas encore que les secrets que la Lune pouvait offrir me hanteraient à jamais. L'atterrissage et le briefing avec le chef de la station ont eu lieu vers 17 heures et le médecin du personnel nous a administré les vaccins nécessaires. Je m'efforçais de mémoriser les noms de tous les cadres supérieurs: Cyrus Gordon,
chef des opérations, le docteur Clara Roland, médecin-chef, Alexa Ferris, chef de la sécurité, le professeur Francine Landry, astrophysicienne en chef, Caleb Little, chef de la maintenance, T.J. Armitage, ingénieur en chef, puis mon supérieur direct, Tyler White, directeur de recherche. Owen et moi travaillerons sous ses ordres dans les semaines à venir. Cela fait beaucoup d'informations, mais je suis sûr que vous vous habituerez rapidement à votre nouvel environnement. Mais dans la situation actuelle, nous avons besoin que tout le personnel soit en état d'alerte maximale, car nous entrons dans la poche souterraine demain à 7h00. Notre objectif est de stabiliser la zone, de déterminer si elle est viable pour la création d'un océan artificiel, ainsi que d'extraire toutes les ressources et de déterminer leur utilité pour notre mission principale. Je me sentais comme sur des montagnes russes à cause de toutes ces découvertes soudaines. Ce soir-là, je me suis rendu à la tour d'observation qui donnait à l'est, vers l'ombre de la lune, et j'ai passé la nuit à observer les étoiles et à réfléchir au choix qui m'avait conduit ici. Elles semblent différentes d'ici, n'est-ce pas? Le professeur Landry m'a souri doucement en me rejoignant pour contempler l'espace. C'est incroyable. Toutes ces années de découverte pour atteindre les étoiles, alors que les réponses à nos questions sur notre avenir étaient montées peut-être sous nos pieds depuis le début. J'imagine que cet endroit doit être un peu solitaire quand tout le monde est concentré sur le lac. Oh, je ne sais pas. J'aime considérer Pike comme ma forteresse de solitude, dit-elle avec un sourire. Et quand je lui demandai d'où venait ce surnom, elle me montra les angles de la tour et m'expliqua. Vous avez sûrement remarqué son design particulier en descendant. Je ne voulais pas avouer que je n'y avais pas prêté attention, mais heureusement, Landry a haussé les épaules et a dit « Quoi qu'il en soit, même avec toute l'eau du monde, nous devrons quand même étudier ces constellations. Comprendre les cycles lunaires et même les cataloguer prendra des années. » J'ai perçu une pointe d'incertitude dans sa voix, mais je n'ai pas insisté. Je savais ce que c'était que de voir s'éloigner quelque chose que l'on désirait depuis si longtemps. J'ai décidé que la lune était assez grande pour que nous puissions tous rêver. 5h du matin. Je me suis levé tôt. L'excitation avant le travail ou la désorientation due à ce nouvel environnement m'empêchait d'arrêter de dormir. Après un petit jogging, une douche et un petit déjeuner, j'ai retrouvé Tyler près de l'ascenseur principal qui descend vers le cœur de notre site de fouille. Owen était déjà là, les yeux écarquillés et impatient, tout comme moi. « Allons écrire l'histoire », m'a-t-il dit lorsque l'ascenseur s'est mis à trembler et à rugir à travers la croûte lunaire. Entre-temps, nous avons tous enfilé nos combinaisons, vérifié nos systèmes internes et activé nos communications. Il était presque 6h lorsque nous sommes arrivés au tunnel que Tyler et les autres creusaient depuis plusieurs années. Les foreuses massives qu'ils utilisaient avaient la taille de petits paquebots de croisière, et je m'émerveillais à l'idée de garder tout cela secret. Sanders siffla doucement pendant que Caleb et le professeur Landry réglaient tout le nécessaire pour percer le dernier morceau de croûte qui nous séparait de la mystérieuse poche souterraine. On m'a confié la tâche de surveiller la pression et l'activité géologique dans une petite sous-station qui ressemblait à une cabine de péage surchargée de décorations. Divers écrans affichaient une multitude de données, montrant comment toutes les différentes machines fonctionnaient ensemble pour percer la paroi rocheuse. Dès que Caleb y a activé la foreuse, les vannes de pression et les autres indicateurs ont immédiatement bondi, traversant la surface lunaire comme si elle était faite de mastic. Les énormes machines utilisaient de l'énergie d'au moins une douzaine de chars, faisant exploser et détruisant tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Landry était à mes côtés, enregistrant les mesures aussi vite qu'elles arrivaient. Puis, sous nos yeux,
Le dernier segment du mur a cédé et s'est effondré dans le néant. Owen a éteint la machine et nous avons tous retenu notre souffle en regardant le nuage de poussière et de particules révéler ce qui se trouvait derrière le seau. Ce que j'ai vu était impossible, une ville de lumière et d'angles, différente de toutes celles créées par l'homme. L'architecture sinueuse et lisse se mélangeait pour former un labyrinthe tentaculaire de ziggourats grises, de passages cristallins et de structures fusionnées. Avec la lumière artificielle limitée fournie par notre foreuse et nos lampes frontales, il était même difficile de dire avec certitude où était le haut et où était le bas. Sans un mot, nous avons franchi la porte brisée pour entrer dans la ville extraterrestre, admirant sa beauté et son silence. « Quel est cet endroit ?» demanda finalement Caleb, la voix pleine d'inquiétude et de peur. Landry, quant à elle, accueillit cette découverte avec espoir et excitation. C'est la plus grande découverte de ces 100 dernières années. Imaginez un peu, cette civilisation est la preuve qu'il existe de la vie en dehors de notre Terre, peut-être même en dehors de notre système solaire. Ces bâtiments ont peut-être 1 million d'années, voire plus. Tyler ne dit rien, absorbant tout cela, le groupe restant proches les uns des autres pendant que nous explorions les lieux. Quelque chose qui ressemblait à un murmure du vent emplit l'air pendant un bref instant, alors que je remarquais d'étranges gravures sur certains bâtiments. Tout un langage de glyphes et d'arithmétique, dit Landry en tendant la main pour appuyer son gant contre la pierre. Un flash de mémoire a traversé mon esprit. Le murmure s'est intensifié et j'ai entendu René pousser un cri. Instinctivement, j'ai attrapé Landry par le poignet avant qu'elle ne puisse toucher la structure et j'ai murmuré. Nous devrions peut-être d'abord effectuer quelques de tests à l'aide des machines. Pendant un moment tendu, j'ai pensé que les chuchotements allaient étouffer toute pensée sensée que j'avais. Puis Landry s'est détendu et a hoché la tête, faisant signe à Caleb d'aller chercher le matériel de scan. Je pensais que mon intuition avait permis d'éviter une crise, mais celle-ci ne faisait que commencer. Derrière nous, les balises du foreuse se sont soudainement activées et l'énorme machine s'est mise à rouler sans conducteur. Owen a poussé un cri de surprise lorsque les chenilles de la foreuse ont écarté une plus grande partie du mur, laissant suffisamment d'espace à la machine pour avancer. Mais Owen n'a même pas eu la chance de monter sur cette machine maladroite, car elle a pris de la vitesse. Notre seule chance était de nous écarter de son chemin pendant qu'elle démolissait les segments de la ville antique et passait directement sur Owen sans même ralentir. Le bruit des chenilles, brisant et écrasant son corps comme du papier d'aluminium, est quelque chose que je n'oublierai jamais, mêlé à ses cris alors que ses poumons et sa colonne vertébrale étaient déchiquetés. Cela n'a duré que quelques secondes, mais pour nous autres, cela a semblé une éternité. La machine a continué à avancer jusqu'à ce qu'elle percute l'une des structures massives et s'éteigne dans un nuage de fumée. Lorsqu'elle a heurté le pylône de pierre, toute la ville a gémi et tremblé, comme si les âmes collectives d'une civilisation morte avaient été perturbées par l'arrivée de notre technologie. Un instant plus tard, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas d'une collision ordinaire, mais d'une sorte de tremblement de terre souterrain. Tyler a crié à Caleb et moi, et nous avons été contraints de laisser le corps mutilé d'Owen derrière nous, alors qu'une pluie de pierres s'abattait du sommet du dôme. De retour à la lisière des ruines souterraines, nous avons regardé avec horreur nos chances d'explorer et d'en apprendre davantage à leur sujet, s'envoler en éclats. Des tas de pierres et de boue bloquaient le passage, et nous avions tous les trois de la chance d'être encore debout. Lorsque le tremblement de terre a finalement pris fin, notre communication s'est à nouveau remplie de parasites. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un murmure mystique provenant de la ville, mais nous avons rapidement entendu la voix distincte d'Armitage. « Professeur Landry,
Vous allez bien? Nous avons perdu un homme et nous n'avons plus accès au tunnel, répondit-elle. Il y eut un long silence pendant que ceux qui se trouvaient en haut réfléchissaient à cette déclaration. Puis, finalement, Armitage donna l'ordre. « Bon, vous feriez mieux de remonter. Je pense que la situation vient de se détériorer considérablement. » 8:00, deuxième jour. Le chemin du retour vers la surface lunaire fut rempli d'une horreur silencieuse et de regrets pour ce qui était arrivé à l'officier Sanders. Aucun d'entre nous n'osait même réaliser l'expérience de la découverte de la ville ou les choses étranges qui s'y étaient bien produites. Et le silence sur les ondes m'empêchait de me calmer. Il ne cessait pas. Lorsque nous sommes arrivés sur le pont d'observation, Armitage et le commandant Cyrus nous attendaient, tous deux vérifiant chaque système encore et encore, avant de finalement faire l'annonce que j'avais en quelque sorte anticipée. Nous avons perdu le contact avec la Terre. Ce tremblement de terre a réussi à perturber nos signaux. Nous allons probablement être livrés à nous-mêmes pendant les prochaines 48 heures. Armitage avait d'autres mauvaises nouvelles. Plusieurs secteurs de la base lunaire devaient dit être fermés en raison de coupures de courant en cascade, et le service technique devait veiller à la bonne répartition des ressources. Cyrus nous a distribué nos tâches, et avant de nous séparer, Caleb a insisté pour que nous organisions une petite cérémonie en l'honneur de l'officier Sanders. J'ai été surpris de constater que j'avais le moins de choses à dire à son sujet, alors que je le connaissais probablement depuis plus longtemps que n'importe lequel d'entre eux. Mon esprit était trop occupé par tout ce que nous avions vu et entendu. Après une brève épitaphe, Tyler m'a ordonné de rejoindre le docteur Roland pour m'assurer que tous les membres de l'équipage recevaient les soins nécessaires. « À commencer par vous-même », ajouta-t-il en me jetant un regard froid et méprisant. Était-il déçu que je n'ai pas pu sauver Owen? Ou pensait-il que mes compétences d'officier présentaient des lacunes dans un domaine dont je n'avais jamais eu conscience? 10 heures. Les contrôles techniques et médicaux étaient presque terminés lorsque Roland et moi nous sommes rendus auprès du personnel de Pike pour leur fournir les médicaments nécessaires. Quelqu'un a trafiqué mes données, se souvient Clara, alors que nous rassemblions les provisions. Les modifications ont été apportées sans consultation. Que s'est-il passé? Regarde toi-même, a dit Roland en s'écartant et en regardant les écrans qui clignotaient. Par moments, ils affichaient d'étranges marques et symboles qui me rappelaient les glyphes que nous avions vus dans la ville souterraine, et cela seul me donna des frissons. Était-il possible qu'une malédiction ait été jetée sur nous simplement parce que nous avions ouvert la faille? Que pensez-vous que cela signifie? Demanda le docteur. Je ne pensais pas qu'il était approprié de faire des suppositions, alors je la suivis en silence jusqu'à l'ascenseur, en me dandinant maladroitement d'un pied sur l'autre. Que s'est-il passé en bas? Je ne sais même pas si je peux l'expliquer, avouai-je lorsque nous arrivâmes sur le pont d'observation. J'espérais trouver ici un sentiment de normalité parmi mes collègues scientifiques, mais en voyant le désordre qui régnait dans l'équipement, je me suis rapidement découragé. L'alimentation électrique ne fonctionnait qu'à 13%, seules quelques lumières essentielles étaient allumées. Dans la pièce sombre, au milieu, j'ai aperçu le professeur Landry, qui regardait vers le haut, vers l'énorme télescope qu'elle utilisait probablement tous les jours. Elle avait l'air distante et perdue lorsque Roland et moi nous sommes approchés d'elle. « Ah, docteur Roland, qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda Landry pendant que nous vérifions ses signes vitaux. « Le commandant veut s'assurer que tout va bien après le tremblement de terre. On dirait que vous avez été assez secoué ici, » répondit Roland pendant que je mettais le brassard du tensiomètre. Landry baissa les yeux vers la peau noircie de mon poignet, ses yeux s'écarquillèrent et elle recula. « D'où vient cette marque? Ce n'était rien, c'est une tache de naissance, dis-je en tirant instinctivement sur ma manche
pour cacher la cicatrice. Ça ne ressemble à aucune tache de naissance que j'ai jamais vue, remarqua Roland en regardant aussi. Quelque chose se déclencha chez Landry. Elle se leva et une expression effrayée apparut sur son visage. « Les pierres, tu savais que je ne devais pas les toucher. Tu les avais déjà vues avant ?» Je grimaçais et expliquais « Pas vraiment, c'était juste une intuition. Quand j'étais petit, ma sœur était morte après avoir touché une météorite. » Les deux femmes réfléchirent en silence à ce que je venais de leur dire. Puis, Landry se tourna vers le télescope et remarqua « C'est peut-être aussi ce qui se passe ici. Peut-être mourrons-nous tous pour avoir profané la tombe. » « De quoi parlez-vous tous les deux? Est-ce que cela a un rapport avec ce qui est arrivé à Sanders? » « Cyrus ne dit toujours rien à l'équipage, » dit Landry en riant, les yeux collés au télescope. « Il pense qu'il est une autruche qui cache sa tête dans le sable pour échapper à ses problèmes? Je pense que nous sommes tous un peu à cran, ai-je admis. Un instant plus tard, comme pour faire écho à mon sentiment, une autre sirène retentissante a résonné dans toute la lune. « Base, ici l'officier Ferris. Nous constatons des conditions météorologiques extrêmes dans le secteur nord de la base. Tout le personnel est invité à se mettre à l'abri, » annonça Alexa par haut-parleur. « Maintenant, en plus, une pluie de météorites, » murmura Roland, tandis que nous aidions le professeur Landry à se rendre à l'ascenseur. « Ce n'est pas une coïncidence. Quelque chose là-bas, dans les profondeurs, a réveillé un mal terrible. Il va tous nous détruire, » répétait Landry, paniqué, pendant que nous descendions tous de l'observatoire. « Je pense que vous exagérez peut-être, » lui dis-je. En regardant le paysage lunaire tranquille vers la vallée nord, je vis au moins 6 énormes rochers tombant du ciel et se dirigeant vers nous, et mon esprit revint à ses derniers instants. Renée était vivante. Et si la même chose se produisait ici? L'un des rochers s'écrasa dans la zone est d'Holsbury, soulevant des nuages de poussière, tandis que notre ascenseur tremblait et s'immobilisait dans la descente. La perte soudaine d'énergie plongea le professeur Landry dans une panique totale, et elle s'agrippa à ma chemise. « Quentin, tu entends ça? » Nous sommes tous restés figés dans un silence de mort, à l'écoute, et j'ai cru entendre à nouveau cet étrange murmure. Mais cette fois-ci, il était beaucoup plus faible. Roland a rompu le silence en essayant de communiquer par radio et a remarqué « Je n'arrive à joindre personne. Il va falloir descendre. » Je me suis rendu compte que la plupart d'entre nous étions déjà équipés du matériel nécessaire. Mais le professeur Landry semblait catégoriquement opposé à cette idée. « Si nous sortons, nous risquons de mourir. Quelle que soit cette entité, elle semble avoir un certain contrôle sur nos machines. » Clara et moi avons ignoré ces craintes et avons commencé à nous équiper. Nous avons vu qu'un autre météore volait déjà en spirale vers nous. Il n'était donc pas question d'attendre une autre solution. Avec un sentiment d'urgence, j'ai activé l'alimentation en oxygène et j'ai dit à Landry de faire de même. « Si vous restez ici, vous mourrez, avec ou sans l'aide de la créature spatiale, » l'ai-je averti. Cela a semblé la ramener à la raison et, pendant que nous nous préparions à affronter le froid extérieur, Roland a utilisé l'un des outils de sa combinaison pour déverrouiller la trappe d'urgence située au bas du véhicule. Lorsque le cadre métallique s'est envolé dans le vide spatial, Roland a fait un compte à rebours silencieux et j'ai départi la première, dérivant lentement le long du côté de la tour vers le toit principal de la base. J'ai insisté pour que Landry suive, et heureusement, la professeure distraite n'a pas protesté. La météorite était presque au-dessus de nous. Je vous jure que cela ressemblait à un cri. En fait, pendant que je suivais les autres dans cette longue chute, il devint impossible d'entendre autre chose que ce hurlement démentiel. Puis, la météorite s'écrasa directement sur le côté de l'ascenseur. Nous étions juste à l'intérieur. Dès que nos bottes magnétiques se sont fixées au toit,
des morceaux de débris ont commencé à pleuvoir sur nous. Même avec une faible gravité, la force de l'impact de la météorite sur la tour a rendu cette pluie de métal mortelle. Heureusement, la plupart des débris se sont dispersés sur le toit de la base sans nous toucher. Mais lorsque nous avons tous levé les yeux pour voir ce qui avait été endommagé, j'ai découvert que nous étions toujours en danger. Le choc avait fendu le météorite sur le côté, révélant quelque chose qui semblait sortir d'un œuf. J'ai entendu Landry pousser un cri d'horreur lorsqu'il a ouvert le sarcophage de pierre dans lequel il était enfermé depuis peut-être des millénaires, et qu'une étrange créature amorphe nous a regardés de ces centaines d'yeux. « À l'intérieur, tout de suite !» cria Roland, alors que nous luttions pour ouvrir la trappe de la sous-station de Pike. Landry était paralysé, fixant l'intrus comme s'il s'agissait d'un dieu à vénérer, et je l'attrapais pour la pousser dans le sas, tandis que nous nous défendions contre l'envahisseur. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» marmonna Roland lorsque la créature commença à griffer la surface du toit. Avant que l'un d'entre nous n'ait eu le temps d'émettre une hypothèse, nous vîmes cette étrange créature accomplir un autre exploit impossible. Elle semblait étudier la structure comme si elle cherchait un point faible. Puis, sous nos yeux, elle sembla se fondre et aplatir son corps, se faufilant à travers les fines fissures de la membrane métallique pour nous atteindre. Landry hurla à nouveau, tandis que nous nous précipitions dans les escaliers, et le docteur tenta à nouveau de joindre la communication. « Fermez ce secteur, scellez-le, immédiatement !» ordonna le docteur. Nous avions à peine franchi la première barrière que la créature fit irruption, tombant derrière nous dans un bruit sourd. Le docteur commit l'erreur de se retourner, comme la femme de Lot. Cela lui fut fatal. Quelque chose l'attrapa par la jambe, et elle tomba. Landry hésita à lui venir en aide, mais je nous entraînai plus loin. Le monstre était presque sur nous, et le seau se refermait de l'autre côté. Lorsque Landry fut prise d'une crise de panique, j'activai le seau secondaire, écoutant le docteur Roland devenir la première victime du monstre. « Quentin, que s'est-il passé ?» demanda Alexa par radio dès que les deux scellés furent en place. Je savais que cela ne retiendrait pas la créature éternellement, mais cela nous donnerait le temps d'atteindre le centre de commandement avancé. « Nous venons vers vous. Nous vous expliquerons ce qui se passe là-bas, » dis-je en aidant Landry à se relever. « Reprends tes esprits, » lui dis-je en la secouant. Ses yeux gonflés se tournèrent polis vers la porte lorsque nous entendîmes la créature hurler, puis se taire soudainement. Nous ne sommes pas restés assez longtemps pour vérifier si elle allait faire autre chose. 11 heures. Tyler donna un léger sédatif au professeur Landry pendant que je faisais mon rapport au commandant et à Alex au sujet de la créature et de l'incident sur Pike. Tous deux écoutèrent en silence, sans dire un mot, jusqu'à ce que je termine mon incroyable récit. Puis, enfin, Alex posa la première question. « Et vous dites que vous avez perdu toutes les fonctions des systèmes ? » Comme si la créature avait réussi à les prendre le contrôle, leur ai-je répondu. Elle m'a fait signe de la suivre vers l'un des écrans où Armitage visionnait les enregistrements des caméras de sécurité de l'incident. J'ai regardé Roland, Landry et moi-même descendre après l'impact du météore et grimper jusqu'à la base. Mais il n'y avait aucune trace de la créature, aucun indice suggérant qu'elle allait jamais tuer le docteur. Lorsque le professeur et moi avons fermé la porte sur les enregistrements, tout ce que nous avons enfermé à l'extérieur, c'était le docteur elle-même. « Je ne comprends pas, ce n'est pas ce qui s'est passé », ai-je dit en bégayant, m'éloignant de l'écran. Nous envisageons de déverrouiller le secteur afin que mon équipe de sécurité puisse procéder à une nouvelle inspection, déclara le commandant Cyrus. Non, si vous faites cela, la créature vous tuera, leur dis-je, mais ils me regardèrent tous avec scepticisme. Alexa posa sa main sur mon épaule
et la serra pour me réconforter. Ce que nous avons vécu en bas avec Sanders était horrible, personne ne le nie, et la tempête de météorites t'a probablement aussi causé un stress excessif. Je m'éloignais d'elle, comprenant ce qu'elle insinuait. Vous pensez que Landry et moi avons inventé tout ça? Certainement pas dans ton esprit. La créature était bien réelle, et c'est tout ce qu'elle était. Une hallucination due à ton anxiété, répondit Cyrus. Alors comment expliquez-vous la disparition du docteur Roland? Je ne suis certainement pas en train de rêver, rétorquai-je. Alexa soupira en regardant Landry qui se calmait enfin et remarqua « Ne m'obligez pas à vous endormir aussi, Quentin. L'équipage a déjà assez souffert. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. » « D'accord, ouvrez le seau. Vous verrez par vous-même ce que cette créature a fait à Roland, leur dis-je. Cyrus et le chef de la sécurité échangèrent dans des regards inquiets, puis donnèrent sans leurs ordres. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Bien sûr, il n'y avait des riens, pas même des fragments du corps de Roland. Essayons immédiatement de trouver le docteur Roland. Il est fort probable qu'elle aussi puisse avoir ses hallucinations vives. Je viens avec vous, lui dis-je en glissant discrètement un petit scalpel chirurgical dans ma poche. Je ne sais pas ce que j'espérais accomplir avec cette minuscule arme, mais je ne voulais pas qu'il trouve ce qui contrôlait le corps de Roland et qu'il ait l'avantage de la surprise. Avec Alex et Tyler, nous nous sommes dirigés vers la base de Pike. J'ai scanné le couloir à la recherche des traces de griffes laissées par l'étrange monstre, mais je n'ai rien vu. Pas de métal déformé, pas même une goutte de sang à l'endroit où Roland avait trébuché. Cela n'avait aucun sens. Ce que j'avais vu semblait réel. Je me creusais encore la tête à ce sujet lorsque nous avons tourné dans le couloir et que j'ai vu le docteur Roland, immobile sur le sol froid. Alexa a appelé 2 infirmières avec une civière, vérifiant si Roland avait subi des blessures. Nous ne pouvons même pas être sûrs que cette créature soit Clara, murmurai-je. Tyler me regarda en reculant tandis qu'il aidait à relever le médecin du sol. Ses signes vitaux semblent stables. Elle va s'en sortir, capitaine, dit Alex en hochant la tête. Je vis là une occasion de vérifier ma théorie et griffai le poignet gauche de Clara. Les 2 officiers à côté de moi poussèrent un petit cri de surprise lorsque je touchais une artère. Mais Roland ne se réveilla pas, et du sang rouge coula de la coupure. « Officier, je vais devoir vous mettre en quarantaine si vous refaites un coup pareil, » grogna Alexa en m'arrachant l'instrument chirurgical des mains. « J'étais tellement sûr que ce n'était pas elle, » murmurai-je. Je regardais l'équipe médicale l'emmener, puis fixer la petite goutte de sang qui tachait désormais le carrelage. Que s'était-il passé ici pour rendre mes cauchemars si réels? 14 heures. Le commandant Cyrus ordonna à l'officier Armitage et à d'autres membres du personnel de commencer à réparer l'ascenseur de Pike et d'autres segments de la base endommagés par la pluie de météorites. J'ai également appris que le docteur Clara s'était rapidement rétabli et aidait Landry et les autres à bord de l'Holsbury à surmonter la récente série d'événements traumatisants. Étant donné que cela m'avait également affecté, j'ai décidé de rendre visite au docteur et de m'excuser pour mes actions à son égard. À 15 heures, Roland a accepté de me recevoir et de me faire passer un électrocardiogramme pour vérifier si je souffrais d'un syndrome de stress post-traumatique après la mort de Sanders. Mais j'ai bien peur de ne plus avoir confiance en elle. Elle a passé le test avec brio, comme je m'y attendais. Mais j'ai remarqué une chose lorsqu'elle manipulait son équipement dans le laboratoire. Cette femme ne projetait aucune ombre sur le sol ou sur quoi que ce soit autour d'elle. Je me suis levé pour vérifier et j'ai remarqué que je voyais les ombres de tous les autres, sauf la sienne. Qui ou quoi que ce soit, ce n'est pas le docteur Clara Roland. Tant que je n'aurai pas découvert la vérité, je resterai enfermé dans ma cabine. 4e jour, 21:00.
Il faut s'habituer au sommeil en gravité réduite sur la Lune. Même dans des circonstances normales, les dernières 24 heures ont été tout sauf normales, et je suis au bord de l'hallucination. J'ai insisté pour ne pas prendre de sédatifs, surtout celui prescrit par le docteur Roland, dont je doutais encore de l'humanité. Je me suis donc enfermé dans ma chambre et j'ai laissé l'épuisement envahir mon corps, une façon de penser à l'ancienne. J'avais fait tout ce chemin jusqu'à la Lune pour explorer, pour finalement me sentir en sécurité dans une pièce pas plus grande qu'une petite voiture. Les angles familiers et les couleurs apaisantes m'ont permis de me détendre. Et finalement, je me suis endormi. Cependant, après l'expérience que j'ai vécue dans mes rêves, je suis enclin à reconnaître que l'insomnie est peut-être la voie la plus sûre. J'étais poursuivi par des créatures sans visage dans la forêt de mon enfance, et j'essayais désespérément de me cacher dans l'obscurité qu'offrait la forêt. Mais le monstre connaissait chacun de mes mouvements. Je me suis arrêté pour reprendre mon souffle, essayant de ne pas laisser l'odeur s'attarder trop longtemps, afin de rappeler à mon cerveau embrumé qu'il ne s'agissait que d'un cauchemar dont je devais me réveiller. Mais les cris perçants et incessants de la bête ont pris le dessus sur mon instinct, et j'ai continué à courir. Je voyais ma vieille maison, celle où René et moi avions grandi, et je me suis dit que si j'arrivais jusqu'à cet endroit, je serais en sécurité. Comme pour imiter cela, les cris de l'intrus s'affaiblissaient à mesure que je m'approchais. J'allais y arriver. Mais une autre voix résonna clairement dans ma tête, me disant d'arrêter. Ma sœur, Renée. « Non, ne fais pas ça, Quentin. Ne fais pas ça, » répétait-elle en m'appelant. Je me suis figé dans mon sommeil et j'ai vu le monstre juste au-dessus de moi. Il a soulevé son corps convulsif pour m'écraser complètement. Et ce n'est que dans ces dernières secondes de lucidité que j'ai réussi à reprendre le contrôle de mon corps et à me réveiller. Quand je me suis précipité hors du lit, j'ai vu des égratignures étranges mais familières sur mon corps. Ce cauchemar avait un lien avec la réalité, même si c'était un lien que je ne comprenais pas tout à fait. Je devais travailler. L'inquiétude lancinante de mon esprit me disait que dormir encore un peu pourrait me tuer. J'ai donc commencé à errer dans les couloirs d'Holsbury, cherchant sans but un semblant de normalité. Je découvris rapidement qu'elle n'existait plus. Ici, parmi les étoiles, Alexa et son équipe de sécurité faisaient de tout leur possible pour que tout continue de fonctionner. La réparation de la section A, où le météore avait causé le plus de dégâts, prendrait probablement des semaines, et Pike était fermé jusqu'à nouvel ordre. « Je croyais que tu avais reçu l'ordre de te reposer », m'a dit Tyler lorsque je me suis approché de lui et des autres chercheurs qui réglaient un drone lunaire afin de l'envoyer dans les décombres de la tour pour filmer. « J'ai décidé de venir voir comment vous alliez vous planter. Ça pourrait m'aider à m'endormir, » rétorquai-je en les regardant terminer la configuration de la caméra. Maintenant, ils allaient devoir tout ce qu'elle avait fait lorsqu'elle s'était aventurée dans cette structure en ruine. « Vous l'avez connectée à un serveur distant ?» demandai-je en vérifiant les spécifications. Juste au cas où ce que vous avez dit à propos de la ville en contrebas serait vrai. Je poussai un soupir de soulagement en pensant qu'au moins, il envisageait la possibilité que je ne sois pas fou. Mais cela ne fit que me rappeler que tout le monde à la base était toujours sur le qui-vive et qu'aucune réponse n'était donnée. « Que pensez-vous qu'il se soit passé ?» lui murmurai-je. Il secoua la tête, une lueur de peur dans les yeux. « Cet endroit est maudit. Je sais que nous sommes censés être des scientifiques, mais nos manuels habituels ne peuvent expliquer ce que nous avons vu de nos propres yeux. La physique ne peut pas résoudre ce problème, et je crains que notre équipe ne le comprenne pas tout à fait, » me dit-il d'un ton sombre. « Tu veux dire qu'on devrait essayer des méthodes moins traditionnelles, quelque chose en rapport avec la science marginale ou le paranormal. Le commandant Gordon nous a engagés pour un domaine de recherche précis.
Peut-être était-ce inévitable que ton domaine inclue des idées aussi peu conventionnelles. Je balayai cette bout d'idées d'un revers de main et répondis « Même si c'est vrai, comment pourrions-nous essayer quelque chose comme ça ?» Il ne proposa aucune théorie et se remit au travail, presque comme s'il pensait que poursuivre notre discussion était dangereux. Cyrus et les autres cadres supérieurs nous écoutaient-ils ? J'ai décidé que ma nouvelle mission serait de trouver le professeur Landry et de m'assurer qu'elle allait dans bien. Alors j'ai laissé Tyler à son travail et je me suis dirigé vers les quartiers sud. J'étais à mi-chemin dans l'escalier menant à la salle de sport de la base lorsque j'ai entendu un bruit semblable à des grattements provenant de l'intérieur des murs. Étant donné que depuis 48 heures, j'avais tendance à entendre des choses qui ne menaient à rien, j'ai d'abord ignoré ce bruit, mais plus j'essayais de le faire taire, plus il semblait s'amplifier. Un grattement constant et incessant, comme des ongles ou des griffes qui se frayaient un chemin à travers les murs. D'où venait-il ? Soudain, tout ce qui comptait était de trouver la source. J'ai imaginé que si quelqu'un d'autre était là, dans ces couloirs, et me voyait errer, j'aurais l'air d'un fou. Et peut-être que c'était une supposition juste. Les heures passaient dans la pénombre tandis que je grimpais pour trouver le bruit qui me ramenait à la bibliothèque. Et une voix calme et apaisante me disait que c'était là que je devais aller. En entrant, je me suis retrouvé au milieu d'un désordre de livres, dont certains étaient empilés jusqu'au plafond de la pièce, et aussi des grattements. Ici, il était plus fort et plus insistant, comme des griffes sur un tableau noir. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver la source. Le professeur Landry se tenait seul près du mur ouest, après avoir vidé les étagères et poussé le meuble sur le côté. Elle griffonnait d'étranges symboles runiques sur le revêtement métallique. J'ai immédiatement reconnu les symboles comme étant les glyphes de la ville en contrebas. Comment avait-elle pu les mémoriser aussi rapidement ? Je me posais la question en m'approchant lentement d'elle, essayant de la sortir de sa tâche méthodique de grattage. Quand elle a tourné son regard vers moi, tout ce que j'ai vu, c'était un vide abyssal. La professeure était prise dans une transe qui échappait à son contrôle. Elle me repoussa et continua à écrire, marmonnant pour elle-même qu'il fallait qu'elle termine, comme s'il s'agissait d'une sorte de casse-tête complexe. Je me concentrais moi aussi sur la langue, m'efforçant de voir s'il y avait une logique dans cette folie. Il y avait sûrement des secrets qui dépassaient notre compréhension, si seulement nous pouvions leur donner un sens. « Qu'est-ce que cela peut bien être ?» murmurai-je. À ma grande surprise, Landry sortit de son état hypnotique et proposa une hypothèse. Une prophétie de sang, une guerre qui éclatera entre deux dieux, tous deux issus de la discorde et du chaos, et notre monde sera le champ de bataille. Leurs os nous disent de comment cela se terminera. Des angles, des formes complexes qui dépassent les dimensions que nous comprenons. Ils nous racontent une histoire. Quentin, tout ce que nous avons à faire, c'est d'ouvrir notre esprit et d'accepter leur appel, murmura-t-elle en posant ma main sur la surface métallique froide. À ce moment étrange, j'eus une vision. Je me retrouvai soudainement de retour sur Terre, debout au sommet d'une montagne. Landry avait également disparu, remplacé par ma chère sœur. Renée avait l'air effrayée. Ses yeux parcouraient la campagne, tandis qu'elle me faisait signe de la suivre. L'air était lourd pendant que j'hésitais. Bien sûr, c'était irréel. Ma sœur semblait avoir vieilli bien plus que dans mes souvenirs d'elle de son vivant. Et le monde qui nous entourait semblait presque primitif, un lieu peuplé de fantômes et d'esprits. Mais je ne voyais pas de chemin qui me ramènerait d'où je venais. Je l'ai donc suivi sur le sentier sinueux qui menait à la vallée profonde. L'obscurité engloutissait tout ici, et parmi les ombres, j'ai vu un groupe de personnes qui nous attendaient. Oui, il semblait qu'ils retenaient délibérément leurs intentions à cause de notre présence. Un immense feu de joie
scintillaient et les hypnotisaient à mesure que nous nous approchions, mais je ne pouvais pas déterminer d'où ils provenaient. Ils ont tourné leur attention vers nous, les yeux calmes comme un océan agité, et m'ont donné une série d'instructions. Sans ombre, ils se propagent et se soulèvent pour absorber ce qui appartient à l'immortel. Ton sang doit être offert pour arrêter l'infection. Prends la lame du sacrifice impie. Je ne comprenais pas pourquoi j'obéissais volontiers, mais je tendis la main vers le feu. Au milieu de la douleur brûlante, j'ai senti quelque chose de tranchant et de mortel. Quand j'ai retiré ma main, j'ai vu que j'avais attrapé une lame sombre et répugnante. D'une manière ou d'une autre, je savais qu'elle avait tué beaucoup de gens avant moi et qu'elle en tuerait encore des centaines après ma mort. J'entendis Renée implorer la mort. Elle brûlait à nouveau sous mes yeux, comme dans mon enfance, désespérée de se libérer de la douleur que la lame pouvait lui offrir, afin que je puisse devenir son salut. Je l'attrapais et la plaquais au sol, tenant la lame contre sa poitrine. La peur se lisait dans ses yeux, mais je lui murmurais que tout irait bien. « Laisse-moi t'aider », lui ai-je dit. Elle ne s'est pas débattue et j'ai enfoncé le couteau dans sa poitrine, encore et encore. Je devais en finir, je devais soulager ma sœur de la douleur qu'elle endurait. Puis ma sœur a commencé à disparaître. Elle a été remplacée par la professeure à qui je parlais quelques instants auparavant. Sauf que les blessures étaient toujours là. Landry s'étouffait avec son propre sang. Et d'une manière ou d'une autre, le couteau que je croyais être le fruit de mon imagination se trouvait dans ma main. Je l'ai jeté et je me suis levé, mais des vêtements couverts de sang, pour appeler à l'aide. Les archives étaient vraiment vides, à part moi. Puis j'ai vu quelque chose qui dépassait le cauchemar. Cela s'étirait et sortait de la gorge de Landry, écartant sa peau comme un poisson globe. Mais cela ressemblait à un nuage de fumée qui avait en quelque sorte sa propre forme. Il m'est devenu à l'esprit que cette créature ressemblait à celle qui était sortie de la météorite, celle dont Alexa et le commandant avaient dit qu'elle n'existait pas. Pendant qu'elle suintait, fondait et détruisait le corps de Landry, je me suis levé et j'ai trouvé le bouton d'alarme, essayant d'appeler à l'aide le plus rapidement possible. Je ne voulais pas que mon esprit soit à nouveau mis à l'épreuve si cette créature parvenait d'une manière ou d'une autre à s'échapper du sommeil dont elle était issue. La créature glissait et se poussait sur le sol carrelé, essayant de me trouver, hurlant dans les airs et assoiffée de mon sang. Cela m'a rappelé ce que la vision m'avait dit à propos de ces créatures. Ils cherchaient des vaisseaux, des formes corporelles pour contrôler et diriger leurs marionnettes. TJ apparut à côté de moi, se frayant un chemin vers Landry et appelant à l'aide. J'entendis la créature grogner et commencer à le traquer. Et je restais là, essayant de me convaincre que ce n'était pas réel. Armitage se pencha pour toucher Landry et essayer de l'aider, mais le monstre étendit son corps sur lui. « Quentin, qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il en se tournant vers moi. Mais il ne réagissait pas à la créature. N'était-elle pas là du tout? Ou étais-je le seul à voir sa puissance maléfique? Je me suis approché de lui, déterminé à sauver Armitage, même si ce n'était que de mon propre esprit brisé. Je me suis précipité vers le monstre sans visage et l'ai plaqué contre le mur. J'ai entendu TJ jurer et crier quelque chose. Il était lui aussi plaqué contre le mur. Allais-je lui faire du mal comme à Landry? Je pouvais facilement m'imaginer en train de le faire. Puis la créature a commencé à fondre et à s'infiltrer en lui, ses yeux et sa bouche se confondant avec lui alors qu'elle pénétrait dans son corps. Je me suis dit que je ne laisserais pas cela arriver, mais j'étais impuissante à l'arrêter. Les autres ont fait irruption dans la pièce, voyant la violence, et nous ont séparés. J'ai continué à me débattre et à crier jusqu'à ce que Tyler finisse par m'enfoncer une seringue dans le cou. L'obscurité était beaucoup plus accueillante cette fois-ci. Aucun cauchemar ne viendrait me tourmenter dans ce brouillard froid et épais. J'avais peur de me réveiller,
9h, 5e jour. Lorsque le capitaine Alex a visionné les enregistrements cette fois-ci, je savais à quoi m'attendre. Mon esprit divisé montrait des monstres que moi seul pouvais voir, me poussant à la folie, au point où je faisais du mal à mes compagnons. Landry était morte, la perte de sang lui avait été fatale, et Armitage était dans un état critique, souffrant d'une infection que le docteur Roland, selon ses propres mots, ne comprenait pas. Il y a une chose qui correspond tout de même à ton histoire, ces symboles. Nous ne savons pas ce qu'ils sont, mais ils semblent t'envahir, toi et Francine, commenta Alexa en examinant à nouveau les images. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Murmurai-je. J'ai vu une lueur de doute dans ses yeux lorsque je me suis assis et que j'ai compris quelque chose. Vous avez déjà vu ces symboles. Dites-moi, où était-ce sur Terre ? Le capitaine acquiesça et avoua. C'est comme un rêve à moitié oublié. C'était un ancien livre de sorcellerie et de prophétie. J'ai du mal à croire que je l'ai oublié à l'université. Ce truc me donnait des cauchemars. Elle se tourna vers Armitage qui reprenait lentement conscience et m'ordonna de rester en place pour vérifier ses signes vitaux. Je détestais rester à l'écart, mais que pouvais-je faire d'autre ? J'avais de la chance de ne pas avoir été enfermé comme un animal sauvage. J'observais à travers la vitre insonorisée la réaction de Ferris lorsque le docteur Roland leur donna les résultats du laboratoire. La façon dont le capitaine s'est animé et s'est mis en colère m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Quelque chose d'inexplicable s'était produit dans les archives. Peut-être que la forme de vie extraterrestre que j'avais imaginée était en fait détectable. Pour une raison quelconque, cette terrible découverte me réconfortait. 15h, 5e jour. Ce réconfort ne dura pas longtemps, car bientôt, la folie que nous avions confirmée comme réelle finit par s'emparer d'Armitage. Je somnolais par intermittence, essayant de me reposer et de récupérer, quand je sentis un mouvement dans la pièce et me réveillai brusquement. Je me suis retourné pour inspecter la pièce. La plupart des techniciens étaient occupés à des travaux de laboratoire, mais j'ai vu que quelque chose se passait dans la chambre improvisée qu'ils avaient réservée à Armitage. Ses signes vitaux étaient hors normes, et son corps commençait à être secoué de convulsions. « Hé, quelqu'un peut m'aider » ai-je crié, mais les autres semblaient ne pas m'entendre ou s'en moquer. TJ s'est assis et m'a regardé droit dans les yeux. Il a retiré son équipement cardiaque et a commencé à boiter vers moi, et j'ai paniqué. Allait-il m'en vouloir d'avoir essayé de le sauver plus tôt ? Ses yeux semblaient m'être sauvages et remplis de peur. Nous sommes ennemis, pas sous les formes que nous connaissons actuellement, mais nous le serons un jour. Une bataille va éclater dans tout l'univers, murmura-t-il. Il avait de la mousse à la bouche lorsqu'il se tourna vers l'un des sas de secours, et j'appelai à nouveau à l'aide. Les techniciens se dirigeaient un peu vers nous, mais j'étais déjà en retard. En un instant, Armitage entra le code de sécurité et le sas commença à se dépressuriser. Le vide spatial envahit soudainement toute la pièce. Les papiers et le verre se précipitèrent vers le sas ouvert. Lorsque TJ a crié dans le vide, son corps a été brisé et tordu dans l'ouverture, heurtant les parois avec plusieurs autres techniciens, jusqu'à ce qu'ils soient tous emportés vers les étoiles comme des déchets. Seules les attaches qui me retenaient à la table d'examen m'ont empêché de subir le même sort. Le vide a duré encore quelques instants, jusqu'à ce que les systèmes d'urgence se déclenchent, enfin. Lorsque je me suis retrouvé seul, la pièce était vide de toute vie après le suicide d'Armitage. Il y avait une chose que je ne comprenais toujours pas. Était-ce l'œuvre d'un monstre qui avait pris le contrôle de son esprit, ou son dernier acte désespéré de libre arbitre? Je suis venu vers les étoiles à la recherche d'un but, pour faire partie de quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, je regrette cette ambition. Aujourd'hui, je suis obligé de dire adieu à un autre camarade.
Je n'ai guère eu le temps de comprendre pourquoi cet endroit s'est retourné contre nous, et maintenant tant de personnes ont péri. Le pire, c'est que je ne peux m'empêcher de penser que je suis personnellement responsable de ce qui se passe. Il y a quelque chose en moi qui me ronge et qui crie pour contrôler ma volonté. Je le sens depuis que nous avons découvert cette ville souterraine, et maintenant que nous essayons de comprendre ce qui se passe ici, cela refuse de se taire. Il a tué plusieurs collègues que je commençais tout juste à connaître. Et je pense que si on le laisse sans contrôle, ils pourraient tous nous détruire. Car, comme je l'ai appris du suicide de notre ingénieur en chef, c'est un appel qu'on ne peut ignorer éternellement. 17h, 5e jour. Le capitaine Ferris, le commandant Cyrus et mon supérieur direct, Tyler White, vérifiaient les systèmes pour s'assurer que ce qu'Armitage venait de faire ne se reproduirait pas. Tous les SAS nécessitent désormais l'autorisation de 2 personnes, a déclaré Cyrus, en me tendant un respirateur. Mais je n'avais pas besoin de respirer. J'avais besoin de réponses. Bien sûr, vous voyez maintenant que nous sommes attaqués. Cyrus soupira. Il était fatigué et effrayé, mais je voyais qu'il ne savait pas comment interpréter les incidents survenus à Holsbury. L'important, c'est que les générateurs fonctionneront à nouveau dans 6 heures et que nous pourrons contacter la surface. Nous devrions tous envisager de retourner en reconnaissance. Si nous ne sommes pas tous morts d'ici là, tu veux dire. Ne me teste pas, Quentin. Je pourrais te jeter en prison pour ce que tu as fait à Landry. Dieu m'est témoin, j'ai essayé de le convaincre de me laisser m'occuper de toi, dit Alexa en me pointant du doigt. Cyrus poussa un cri rauque et la chef de la sécurité recula. Cyrus résuma ensuite brièvement les événements, comme si tout cela était logiquement explicable et que la mort de Sanders était un tragique accident. Les autres accidents sont le résultat d'une hystérie collective. Compte tenu de ce que nous savons de ce que nous avons découvert sous nos pieds, il est étonnant que certains d'entre nous aient encore toute leur tête. Nous avons ébranlé les fondements même de notre compréhension de l'univers. Je savais que les disputes ne mèneraient à rien, alors je me suis contenté de saluer et de demander où je pouvais me rendre utile. Le docteur Rowland n'a pas dit que tu étais apte au service, m'a rappelé Tyler. J'ai ricané, mais ensuite j'ai eu une idée. Je peux aller la voir dès demain matin, si cela ne vous dérange pas, commandant. Cyrus pinça les lèvres, comme s'il s'apprêtait à refuser ma demande, mais j'ajoutai « Je veux juste me rendre utile. C'est pour cela que j'ai été engagé, n'est-ce pas ?» Cyrus acquiesça et donna son accord. Il ne me restait plus qu'à m'assurer de ne pas gâcher mon plan. Compte tenu de son caractère insensé, je n'avais pas beaucoup d'espoir. 8 heures, 6e jour. Tyler était venu me chercher pour m'emmener voir Rowland dans la matinée. Comme la salle médicale principale n'était plus utilisée, le docteur utilisait désormais le centre de commandement situé à la base du Pike pour aider à l'étude de la météorite qui avait frappé la tour. « Je croyais que tu avais dit que tu ne lui faisais pas confiance, » murmura Tyler, tandis que nous marchions dans le couloir sud. « Je ne lui fais pas confiance, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. S'il te plaît, » dis-je lorsque nous nous approchâmes. « Je ne peux pas tant que je ne sais pas ce que tu prévois de faire. Je dois prélever un échantillon de sang du docteur. Si j'ai raison et que le vecteur extraterrestre se développe dans son corps, il doit y avoir des preuves. » « Bon sang, j'aurais dû me douter que ce serait de la folie, » dit Tyler d'un ton sec, alors que nous entrions dans la petite clinique improvisée. Rowland n'était pas là, alors comme nous avions quelques 2 minutes devant nous, Tyler m'a forcé à le regarder. « Tout peut très mal tourner, tu le sais, et si ça arrive, je sais que tu dois penser à toi. Je comprends. Je suis de ton côté, mais tout ce bordel et c'est devenu incontrôlable. Quentin, je me demandais quand tu allais y te montrer, dit Rowland. Tyler toussa brièvement dans son poing et remarqua « C'est mon signal pour retourner à la maintenance. » Lorsque je me suis retrouvé seul avec le docteur,
Elle m'a fait signe de m'asseoir. J'ai entendu dire que tu avais frôlé la mort à plusieurs reprises depuis notre dernière conversation. Malheureusement, c'est toujours quelqu'un d'autre qui en paie le prix. Roland acquiesça et dit « Gordon me dit que tu veux être apte à aider à la réparation. Et bien que je ne vois aucun problème avec ton état physique, je suis préoccupé par la détérioration de ta santé mentale. Je vous ai déjà dit que je dormais mal, dis-je, essayant de minimiser la situation. Je devais détourner son attention, alors je marmonnai. Combien d'employés vous reste-t-il ? Nous savons tous les deux que tu n'es pas venu ici pour bavarder, dit Roland, en triant paresseusement les instruments sur son plateau chirurgical. Tu t'es convaincu que je ne suis pas tout à fait humaine depuis que tu as vu ces reliques dans la grotte en bas. Cela en dit long sur votre profil psychologique, vous savez ? Et qu'est-ce que cela signifie, selon votre avis professionnel, je vous prie, ai-je demandé en m'approchant du docteur. C'est simplement une réaction instinctive, naturelle, à quelque chose que vous ne pouvez pas encore comprendre fondamentalement. J'avais peur, moi aussi, mais j'ai vu que ce qui était proposé ici était trop important pour être refusé. Une connaissance au-delà de l'existence tangible que nous avions jamais cru possible. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demandai-je nerveusement. Soudain, le plan parfait que j'avais élaboré ne me semblait plus viable. Était-il possible que la créature qui la contrôlait puisse lire dans mes pensées ? Nous sommes liés. Depuis que nous sommes arrivés ici, vous ne pouvez pas nier que nous avons tous deux vu et vécu plus que nos collègues ne pourraient nous croire. Si tel était le cas, pourquoi n'avez-vous pas confirmé que j'avais raison ? Vous avez eu suffisamment d'occasions de le faire. La situation devenait incontrôlable, une issue à laquelle je ne m'attendais pas. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, Roland prenait les choses en main. Tu t'es convaincu que je suis l'ennemi ici, Quentin. Ce n'est pas le cas. Je peux te montrer ce qui te manque. Tu dois simplement me faire confiance, dit-elle, les yeux brillants. J'ai vu une opportunité et j'ai frappé, saisissant le scalpel et lui tranchant la gorge. J'ai immédiatement vu le champignon se propager à partir de sa blessure ouverte et j'ai craché au visage de l'extraterrestre. Je ne ferai jamais confiance à une abomination comme toi, ai-je dit alors qu'elle continuait à attaquer. Je voyais le sang et la lumière jaillir de son visage, mais à ma grande surprise, Roland riait tout au long de l'épreuve. Tu ne l'arrêteras jamais, jamais. Derrière moi, les portes du centre de commandement s'ouvrirent et Alexa entra en courant avec les gardes. Je n'eus même pas l'occasion d'expliquer avant qu'une série de décharges électriques ne traverse mon corps et que je m'effondre sur le sol. À mon réveil, je me trouvais en cellule, comme Alexa l'avait promis, pour plusieurs jours. Les voix dans ma tête s'étaient enfin tues, et je me demandais si j'avais réussi à arrêter les monstres qui nous avaient attaqués. « Ce n'est pas fini », murmura une voix dans l'ombre. Je sursautai, et, à ma grande surprise, je vis le visage de Clara cloué au mur, son visage fantomatique se moquant de moi depuis sa tombe. Il voulait que j'attaque. La mort n'est rien pour ces créatures, Quentin. Bien sûr, ce qui s'est passé à Pike aurait dû te faire comprendre que je ne suis qu'un réceptacle, comme tu le deviendras bientôt. Une bataille grandiose est sur le point de commencer, et la terre sera avec nous, et personne ne se doutera de rien, dit l'esprit en se déplaçant et en flottant à travers le métal. Non, je vais me battre contre ça. Tu peux penser ce que tu veux. Ce qui est beau, c'est que tu croiras contrôler la situation. Je me détournais de ces railleries, déçu que mes tentatives pour nous sauver semblaient toujours vaines. Je ne voyais qu'une seule solution définitive, retourner sur Terre et les avertir. Je devais partir du principe que tout le monde à Holsbury était désormais infecté. Il était donc inutile de demander de l'aide. J'étais seul. Je me suis affalé sur le lit, au milieu de la cellule, essayant d'élaborer un plan. J'ai mis les mains dans mes poches, j'ai tâtonné et j'ai sorti quelque chose qui m'a fait sourire.
C'était la télécommande du drone de Pike. Tyler me l'avait glissé dans la poche avant que je rencontre le docteur. Je me suis assis et j'ai étudié les commandes, réfléchissant à la manière dont je pourrais utiliser le drone à mon avantage. Ma mémoire me disait que l'appareil était connecté au réseau de la base lunaire. Donc si je pouvais accéder au panneau de contrôle à l'extérieur de la cellule d'isolement, cela m'aiderait peut-être à m'échapper. Je devais agir sans hésiter. Il m'a fallu un certain temps pour me familiariser avec les commandes et commencer à piloter l'appareil, souriant à l'idée que Tyler avait sagement gardé celui-ci près de mon emplacement actuel dans la base de Pike. Tout ce que j'avais à faire était de le rapprocher suffisamment pour accéder à l'extérieur de la pièce. J'étais enfermé à l'intérieur et je pouvais devenir libre. Déplacer la machine s'est avéré un peu plus difficile que je ne l'avais imaginé. Cela m'a rappelé les petites voitures télécommandées que mon père m'avait offertes à Noël. Je pouvais même entendre René glousser lorsque je heurtais chaque mur sur mon chemin et évitais de justesse d'être écrasé. Personne ne prêtait attention au drone et j'en ai profité. La télécommande que Tyler m'avait donnée était équipée d'un petit écran qui me permettait de voir ce que voyait le drone, ce qui m'a fait revoir mon opinion sur cet endroit. J'imaginais la Lune comme un lieu plein de possibilités, de perspectives et de structures. Mais les salles y étaient vides, les couloirs dépourvus de toute vie. S'agissait-il vraiment d'un projet de colonisation? Cela semblait peu probable. J'ai chassé mon étrange pressentiment de malheur et j'ai finalement amené le drone à l'extérieur de ma porte. En quelques instants, j'ai accédé au réseau pour me libérer. Mais je savais que ma lutte ne serait pas terminée si je sortais simplement. Alexa et les autres m'enfermeraient mis dans une cellule plus sécurisée dès qu'ils comprendraient ce qui s'était passé, pensais-je. Une fois dehors et après avoir vérifié le réseau, je commençais à élaborer un plan dans ma tête. Je lançais le processus, gardant le drone avec moi et me faufilant dans le vestiaire le plus proche. Avant de pouvoir commencer, je devais m'assurer que j'avais l'équipement adéquat pour atteindre la capsule de sauvetage. Je me suis rendu à l'ancien casier de TG. J'ai vu sa combinaison qui y était toujours suspendue et je me suis changé. C'était un peu dérangeant de porter les vêtements d'un homme qui venait de mourir, mais je devais quitter cet endroit sans encombre. Une fois la combinaison bien ajustée, j'ai vérifié à nouveau le drone et terminé les opérations de mise hors tension. Avec un peu de chance, je pourrais traverser Holsbury sans encombre en entrant les codes d'autorisation. Les voix qui m'avaient guidé ici, sur la Lune, pendant tout ce temps, s'étaient amplifiées, comme un nid de guêpes dérangées. Quelqu'un approchait. Les sirènes ont retenti lorsque j'ai activé les bottes magnétiques de ma combinaison et commencé à me diriger vers le couloir Est. L'interphone a annoncé qu'il faudrait 17 minutes pour recalibrer les systèmes d'urgence. Il ne me faudrait que la moitié de ce temps pour atteindre la capsule de sauvetage. Le bruit de l'interphone et les cris dans ma tête étaient devenus si forts que j'ai failli perdre mes repères lorsque je suis arrivé au hangar, satisfait que mon plan d'évasion farfelu est en quelque sorte réussi. « Ne bouge pas, Quentin », a dit une voix alors que je descendais les marches menant à la capsule. Je levai les mains en signe de défense, me retournant et voyant le capitaine Alex debout dans sa propre combinaison spatiale, un pistolet pointé sur ma tête. « Ça va trop loin, Alex », dis-je, tandis que les sirènes devenaient de plus en plus fortes dans mes oreilles. Une voix me disait de la tuer, de m'enfuir avant qu'elle n'essaie de m'arrêter. Alors, avant qu'elle n'ait eu le temps d'agir, je me suis précipité vers elle. Elle alla tirer une fois, mais la gravité réduite ne m'a pas arrêté. J'ai fait tomber le pistolet de sa main et je l'ai plaqué contre la paroi du hangar. « Capitaine, vous pouvez me prendre pour un fou, mais c'est ainsi que je compte sauver notre espèce, » ai-je dit en appuyant sur plusieurs boutons clés de sa combinaison et en la regardant perdre son oxygène.
Les yeux d'Alexa se sont écarquillés de choc jusqu'à ce que sa peau se cristallise, devenant aussi fragile que du verre. Elle était une statue figée, d'une beauté primitive et d'une destruction totale. Mais les mains tremblaient lorsque je les utilisais pour accéder à la capsule de sauvetage, essayant de ne pas me concentrer sur l'acte odieux que je venais de commettre. Ma détermination n'avait jamais été aussi forte, et en entrant dans la capsule, je compris que j'avais réussi. Ma détermination m'avait aidé à m'échapper de cet enfer. Plusieurs systèmes se mirent en marche lorsque le bruit en arrière-plan s'estompa. D'après l'écran, je serai de retour sur Terre dans un peu plus de 3 jours. La porte du hangar s'ouvrit lentement et délibérément, tandis que je regardais le cadavre flottant de Ferris. Un sentiment instantané de remords m'envahit. Ils étaient donc tous infectés. Ils représentaient tous une menace pour notre survie, me dis-je. Lorsque les portes finirent de s'ouvrir, la capsule me demanda une dernière fois si les séquences étaient correctes, et j'appuyai sur le bouton pour confirmer. Quelques secondes plus tard, je fus propulsé vers les étoiles. Mon regard se posa sur Pike, tandis que je repensais aux étranges découvertes que nous avions faites là-bas. Notre espèce n'est pas seule dans l'univers, mais elle est également mal équipée pour se préparer à ce qui va arriver. Les angles étranges de Pike disparaissaient à mesure que ma capsule s'éloignait, et je voyais désormais la tour sous un nouveau jour. Elle semblait sombre et sinistre, invitant les ténèbres qui envahissaient toute la base. Avions-nous jamais eu une chance de nous échapper? Ou cette invasion spatiale était-elle quelque chose que nous n'avions fait que retarder? J'ai appuyé ma main contre la vitre alors que la lune se fondait dans les étoiles, et j'ai poussé un soupir de déception, désireux de connaître les réponses. 0 heure, jour 10, ma capsule s'est écrasée dans les eaux calmes de l'Atlantique Nord, à minuit pile. Une page blanche qui s'inscrira dans l'histoire de notre espèce. Les derniers jours passés sur la Lune n'étaient même déjà plus qu'un souvenir. J'ai envoyé un signal de détresse, espérant que quelqu'un viendrait, mais mon équipement m'a informé qu'il y avait une chance que je ne survive pas aussi longtemps. Une force intérieure me disait d'aller de l'avant, d'avertir les autres du mal que j'avais vu. Et c'est précisément ce potentiel inutilisé qui m'a maintenu en vie jusqu'à l'arrivée des secours. 1h30 plus tard, on m'a examiné, donné à manger et fourni de nouveaux vêtements, pendant que j'expliquais à l'équipage du vaisseau qui m'avait trouvé qui j'étais et pourquoi il devait m'emmener immédiatement en Amérique. Je devais transmettre les informations dont je disposais désormais aux plus hautes instances le plus rapidement possible. Vous n'irez nulle part, officier, pas avant que nous ayons déterminé ce qui s'est exactement passé là-bas, m'a dit le commandant. Je sais que mes paroles vous effraient, mais je dis la vérité. Nous savons que vous pensez ainsi, mais nous suivons les événements à Holsbury depuis un certain temps déjà, soldats. D'après ce que nous pouvons en juger, la seule menace à laquelle l'équipage a été confronté, c'était vous. Vous vous êtes mis en colère, vous avez imaginé une invasion extraterrestre dans votre tête et vous avez tué la plupart des membres de l'équipage, a grondé le commandant. Je suis resté sans voix lorsqu'ils m'ont laissé seul. Plusieurs moments clés de mon voyage lunaire ont défilé dans mon esprit. Sanders, Landry, même Armitage. Ils avaient tous peur de moi. J'étais un monstre. Ils m'avaient infecté et m'avaient utilisé. Eux, non. Le murmure s'est à nouveau insinué dans mon esprit. Et j'ai compris à quel point j'avais été stupide. J'avais donné à cette créature exactement ce qu'elle voulait. Être sur Terre. J'avais été une marionnette pendant tout ce temps. J'ai regardé les murs et j'ai vu une masse ondulante de fantômes et d'esprits. Et juste au bord de mon champ de vision, il y avait René qui souriait. Maintenant, nous sommes ici.